Vous m'entendez tous? Alors, mon mode d'action, moi, c'est je suis debout. On va commencer tout de suite et puis on va essayer de passer une bonne soirée ensemble. Je vais parler une cinquantaine de minutes en vous montrant plein de cartes parce qu'on ne peut pas faire de jeu géopolitique sans montrer des cartes et sans réfléchir autour des cartes. Et puis ensuite, on échange autant que vous voulez. Alors, on y va tout de suite. Si on laisse de côté, on va dire les dossiers iraniens, à la fois les manifestations en Iran que vous devez suivre un petit peu à travers les informations, et la question du nucléaire iranien, et si on laisse de côté aussi la question israélienne et donc tout ce qui est lié à la formation d'un nouveau gouvernement d'extrême droite ultra-religieuse en Israël, bien sûr on en parlera tout à l'heure. Ce qui caractérise le plus aujourd'hui les recompositions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient, c'est les pressions russes et chinoises sur l'ensemble de cette zone. Vous voyez sur cette carte, en fait, je définis le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, officiellement, si on peut dire, le Moyen-Orient, c'est le Levant, ce que nos anciens appelaient les échelles du Levant, ou le Proche-Orient, c'est-à-dire la partie, le bassin de tous les pays du bassin de la Méditerranée orientale, jusqu'à l'Irak. C'est la péninsule arabique, c'est l'Iran et c'est la Turquie. Voilà, là vous avez le Moyen-Orient officiel. De manière plus pragmatique, un autre moyen de le situer à peu près sur la carte ou sur la planisphère, c'est de se dire le Moyen-Orient, c'est un cercle qui est tangenté par les 3 points de passage d'entrée et de sortie obligatoires de la région, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et Djibouti et le détroit d'Ormuz. Et vous constatez que cette région, donc, qui est sous forte pression russe et chinoise, vous voyez les flèches là aujourd'hui, puis vous voyez la petite explosion de la guerre en Ukraine, cette zone-là, c'est une sorte de carrefour des routes maritimes et de la principale route maritime qui relie l'Asie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Donc c'est bien entendu un enjeu stratégique pour les grandes puissance. Les recompositions géopolitiques au Moyen-Orient aujourd'hui, si vous voulez à la louche, ça donne ça. C'est-à-dire ça vous donne 2 zones d'influence qui peu ou prou s'affrontent. Au nord, vous avez une zone d'influence, on va dire légèrement rosée ou rouge pâle, qui est indubitablement dominée par la Russie et l'Iran, plutôt par l'Iran et la Russie, dans laquelle la Chine investit beaucoup et joue un rôle en sous-main important. Puis vous avez la Turquie qui se pose des questions. Dans quel bloc appartiens-je? Est-ce que je fais partie plutôt de cette zone-là ou de l'autre zone? Parce qu'au sud, vous avez une autre zone, donc cette zone un petit peu en jaune, qui est là clairement dominée par les États-Unis, qui s'appuient sur leurs plus proches partenaires, que sont l'Égypte, Israël et l'ensemble des monarchies de la péninsule arabique. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est bien pour ça qu'il y a des recompositions, c'est qu'une partie de plus en plus importante de la zone sud, qui était, on va dire, sous protectorat ou quasi-protectorat militaire américain, commence à douter très fortement de la crédibilité de l'assurance de sécurité américaine. C'est-à-dire, ils se posent la question, en cas de problème, avec mes voisins ou avec d'autres, voire même avec les Russes, les Chinois ou d'autres, est-ce que les Américains vont véritablement me soutenir? Ce qui est sûr, c'est que les Américains vont rester dans la région. Ils ne partent pas du tout. Ils restent là, ils se recentrent. Mais ils peuvent très bien rester là et rester, j'allais dire, l'arme au pied et ne pas défendre ces pays-là si ces pays-là se retrouvent attaqués. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises ces 3 dernières années, lorsque le territoire des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, suite à des petites frictions et des petits contentieux lourds avec l'Iran et avec donc le Yémen, s'est retrouvé frappé par des drones ou par des missiles iraniens ou houthis, c'est-à-dire venant du Yémen, sans que les États-Unis bougent le petit doigt. Donc, tout le monde reconnaît que les États-Unis sont le plus puissant, restent un protecteur important. Mais un certain nombre d'États, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, même la Jordanie, commencent à se poser la question de savoir si, en cas de coup dur, ils peuvent vraiment compter sur les États-Unis. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regardent ailleurs.
Et ça tombe bien puisqu'on est dans un jeu de recomposition globale, et je vais vous le montrer avec les cartes suivantes. Les Chinois et les Russes en profitent pour pousser leurs pions, mais pas que. Plein d'autres acteurs globaux ou régionaux. Enfin, pas globaux, mais régionaux. Donc voilà ce qu'il faut un petit peu comprendre. Et la Turquie qui était, on va dire, depuis la création, depuis son accession dans l'OTAN et pendant la guerre froide, et pendant les 15 années qui ont suivi la guerre froide, qui était clairement dans ce camp-là, réalise qu'en fait, géographiquement, elle appartient à l'autre camp ou l'autre zone. Et que donc, peu ou prou, elle est condamnée à discuter et à s'entendre avec la Russie et avec l'Iran, qui sont ses voisins immédiats. Il y a des frontières communes entre les deux. Enfin, maritimes avec la Russie et terrestres directes avec l'Iran. Vu de Washington et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, la question fondamentale géopolitique sur le Moyen-Orient, c'est pas savoir si l'Iran va avoir la bombe, comment va évoluer l'Iran, est-ce qu'il y aura un changement de régime en Iran, est-ce qu'Israël va faire la guerre à ses voisins, est-ce que Daesh va revenir, etc. La question géopolitique fondamentale, c'est est-ce que les États du Moyen-Orient vont durablement se tourner vers la Chine? Ça, c'est la question stratégique majeure. Parce qu'il y a plein d'indices qui laissent à penser que c'est le cas. Et évidemment, du coup, les stratèges à Washington, comme ils se posent des tas de questions, ils disent comment empêcher ça? C'est tout ce dont on va parler aussi tout à l'heure. Et pour la petite histoire, une anecdote, puisqu'il faut toujours raconter des anecdotes quand on fait une conférence. 2 anecdotes. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va bientôt fêter donc le Nouvel An chinois. Eh bien, à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis, pour la première fois depuis 5 ans, ils ont décidé, les autorités des Émirats Arabes Unis ont décidé de faire une fête gigantesque pour célébrer le Nouvel An chinois. Aux Émirats Arabes Unis, la population chinoise, c'est presque 400 000 expatriés. 400 000 expatriés, c'est pas rien. Et là, ils disent, on va faire une grande fête avec gros feux d'artifice. C'est vraiment la grosse fête, comme vous n'en avez jamais vu dans la région. C'est un signe. Deuxième signe. Pendant la Coupe du Monde de football, tout le monde, les yeux rivés sur le Qatar. Pendant ce temps-là, Xi Jinping, avec toute sa suite, arrive et fait une tournée des popotes dans toute la région. On lui déploie le tapis rouge. Il commence par l'Arabie Saoudite. Là, il est reçu comme un prince, prince rouge. Et là, il signe exactement pendant les matchs, pendant la durée, pendant que tout le monde regarde le football. Lui, il signe des super accords de partenariat stratégique avec avec les pays de la région. Ceux avec lesquels il avait déjà signé des partenariats, il ne fait que les renforcer. Comme par exemple les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et d'autres pays comme le Sultanat d'Oman, comme le Qatar, comme Bahreïn, eh bien là, ils nouent des partenariats stratégiques. Et comme évidemment à ce moment-là, les Iraniens sont un peu fâchés de voir les Chinois courtiser ouvertement les monarchies du Golfe, bien évidemment, le président Xi Jinping envoie son vice-président à Téhéran pour négocier également avec les Iraniens et pour mettre du corps au fameux accord de partenariat stratégique qui avait été signé il y a 18 mois. Personne n'en parle dans les médias. Ici, tout le monde ne parle que du football. Voilà. Et mieux, Xi Jinping envoie sa délégation à Doha, c'est-à-dire la capitale du Qatar, au moment où il y a les matchs de demi-finale. Et il fait du business. Personne n'en parle. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est quand même une réalité. Et dernière anecdote, pour vous montrer l'emprise, si vous voulez, de la Chine sur la région et notamment sur les monarchies du Golfe. Alors je vous passe sur tous les contrats d'armement où les Chinois vendent des missiles et des drones à tir-larigot dans la région. Mais en quittant l'Arabie Saoudite, donc avec toute sa délégation dans laquelle le prince héritier Mohammed Ben Salman lui a déroulé le tapis rouge, le prince héritier justement fait une grande déclaration
là aussi qui a été repris malheureusement par trop peu de médias, sur le thème, vous savez quoi, les Saoudiens, maintenant, vous devez apprendre le chinois. Comprendre la Chine et nos amis chinois est important. Donc moi, prince héritier, j'ai décidé qu'un nombre important de conseillers et d'experts chinois allaient pouvoir s'installer en Chine pour nous apprendre la langue chinoise et la culture chinoise. Voilà, quand vous avez compris ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et bien évidemment, les Américains le voient, les Européens aussi d'ailleurs. Mais donc commencent à se poser de vraies questions. Justement, vu de la Chine, là on dézoome et on regarde le monde depuis au-dessus. Donc là, vous avez la grande stratégie chinoise au niveau global. C'est dans notre atlas stratégique, on vous en parlera à la fin de la conférence. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc un grand mouvement de déploiement de l'influence et de la stratégie et des intérêts économiques chinois. Mais que si on regarde la zone du Moyen-Orient, voire même du bassin méditerranéen, pour les Chinois, c'est une zone importante, non pas à contrôler, mais à stabiliser. À stabiliser pour pouvoir investir, recueillir les fruits des investissements, pour pouvoir poursuivre les investissements, pour que dans 25 ans, quand la Chine commémorera le 100e anniversaire de la création de la République populaire communiste de Chine en 2049, bien évidemment, la Chine soit devenue la première puissance mondiale. Donc pour revenir au Moyen-Orient, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça veut dire que la Chine n'a pas intérêt du tout à mettre de l'huile sur le feu, si vous voulez, au Moyen-Orient. Son intérêt, au contraire, c'est de s'entendre avec tout le monde, c'est de stabiliser. C'est de stabiliser pour pouvoir passer. Et les Chinois, qui sont des joueurs de casino, en fait, ils sont au casino et ils misent sur toutes les cartes, c'est-à-dire sur toutes les cases, c'est-à-dire sur pratiquement tous les pays de la région. Ils savent qu'ils vont perdre, mais ils savent aussi qu'ils vont gagner sur certains pays. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils gagnent plus que ce qu'ils ne perdent et qu'ils investissent encore plus massivement là où ça marche. Voilà. Donc ils sont dans cette logique-là. Et par rapport au Moyen-Orient, l'une de leurs données aussi essentielles, c'est de se dire, pour nous le Moyen-Orient, pour nous Chine, à court moyen terme, ça reste le réservoir d'énergie, le réservoir d'hydrocarbures. 60% des hydrocarbures importés et utilisés, enfin exploités par la Chine pour son économie, proviennent du Moyen-Orient, 60%. Ce qui veut dire que pour la Chine, une contrainte stratégique, c'est de sécuriser ses approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient. Et donc, la question stratégique que les Chinois se posent, c'est sûr, on doit sécuriser le rapatriement des hydrocarbures par là. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là ? Ou bien est-ce qu'on va pouvoir continuer après dans tous les sens? Entre-temps, comme au jeu de Go, ils posent des pièces un petit peu partout. Je reviendrai sur l'intérêt des Américains ensuite. Les Russes. La Russie, elle, ce qu'elle souhaite, c'est accéder aux mers chaudes et à l'Afrique, ne serait-ce que pour faire du business, puisque son principal port commercial, c'est Novorossiysk, ici. Et que donc, bien évidemment, la route maritime, c'est celle qui passe par là. Après, la question, c'est est-ce qu'on part, enfin pour les Russes, c'est est-ce qu'ils remontent ils traversent la Méditerranée, ils passent par Gibraltar et puis ils rejoignent les grandes routes maritimes internationales, ou bien est-ce qu'ils y vont plus directement par là? Méditerranée orientale, mer Rouge, golfe d'Aden, océan Indien, et là, ils ont la liaison directe avec leurs amis chinois. Et je reviens sur cette carte après, mais juste pour vous montrer celle-là, c'est pour vous montrer pourquoi, bien évidemment, ils choisissent la voie du Sud et la voie de la mer Rouge. Ça, c'est le bassin méditerranéen vu en mode vertical. Quand vous faites de la géopolitique aussi, il est toujours très intéressant de regarder les cartes dans tous les sens. Au lieu de la mettre au mur, vous la mettez sur la table ou par terre et vous tournez autour. Et vous regardez et vous verrez que vous voyez les problèmes de manière relativement différente. Donc voilà comment les Russes et au passage les Turcs voient le bassin méditerranéen. Et quand ils voient ça, ils s'aperçoivent que l'OTAN a des lignes de défense et que pour arriver à percer ces lignes de défense en cas non seulement de crise, mais en cas de réel affrontement, ça va être compliqué. Il est beaucoup plus intéressant stratégiquement pour eux
de s'assurer de cette zone-là, c'est-à-dire la Méditerranée orientale, de la transformer en lac russo-turc, pour dire à l'OTAN, aux Américains, aux Européens, ok, là, vous restez là, vous contrôlez ça, pas de problème. Mais nous, on contrôle ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de verrouiller justement et de garantir et sécuriser notre accès aux mers chaudes, et notamment à l'océan Indien, et donc à la Chine, et au Golfe, par la mer Rouge. Et là, vous compreniez mieux, vous voyez qu'il y a une petite île qui s'appelle Chypre ici, et qui a du coup un rôle beaucoup plus stratégique dans cette vision-là, si vous voulez. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle Chypre est en mesure d'accroître son emprise sur la Méditerranée orientale. Le problème de Chypre, c'est qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN, donc l'OTAN s'en désintéresse. Elle fait en revanche partie de l'Union européenne, mais au sein de l'Union européenne, il y a un certain nombre de partenaires ou d'alliés, on ne peut pas parler d'alliés, mais de partenaires pour l'Union européenne, notamment l'Allemagne, qui ne veulent surtout pas faire de peine à la Turquie, pour des raisons de politique, notamment de politique intérieure. Et les Italiens et les Espagnols non plus. Donc les petits différends que la Turquie a avec la Grèce, ben, elle se dit que, à part les Grecs et les Chypriotes, qui va intervenir? Peut-être les Français, on verra. On peut en parler pendant les questions-réponses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pays qui a réalisé l'importance de ce dispositif et qui a dit « Ah, moi, je suis là et je vais jouer », ce sont les États-Unis. Les États-Unis, en novembre dernier, donc 2022, ont levé l'embargo sur les armes, l'embargo qu'ils avaient décrété au moment de l'invasion de Chypre par la Turquie et les combats qui s'en étaient suivis, donc en 1974. Et donc, pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu, ils avaient dit non, on ne livre d'armes à personne. Là, ils ont dit à partir de maintenant, on peut livrer des armes américaines, des armes défensives américaines à la République chypriote. Et ils ont même dit, et on va revenir, on va tout simplement venir pour faire des escales, pour être présents, voire même pour rendre visite à nos petits camarades britanniques sur les 3 bases britanniques de Chypre. Le message étant bien évidemment, en étant présents sur place, ils disent aux Iraniens, on vous tient à l'œil, notamment parce que vous êtes très actifs sur la côte syrienne et libanaise, et que les États-Unis se sont posés en garant de l'accord de sécurité qu'ils ont aidé à conclure entre le Liban et Israël. Donc, au mois début décembre, il y a eu un accord de sécurité, un accord de délimitation maritime entre Israël et le Liban, qui est intéressant parce que les deux pays sont techniquement en guerre, officiellement, mais ils ont quand même trouvé une délimitation maritime, ne serait-ce que pour chacun pouvoir accroître et relancer la prospection offshore, de gaz offshore dans ces secteurs-là. Tout ça, ça s'est fait sous les auspices des États-Unis qui disent en étant là, on peut garantir éventuellement la sécurité. Et accessoirement, on dit aux Russes qui sont présents ici et aux Iraniens aussi, on vous tient à l'œil. Accessoirement, ils disent aux Turcs qui sont sur la partie nord de Chypre, on vous tient à l'œil, donc ne bougez pas. Et on dit aux Russes qui sont ici, mais qui ont tendance à vouloir venir là, en cas de nécessité, bien entendu, on vous prend à revers et on peut vous empêcher de contrôler, ou en tout cas de rendre plus difficile le contrôle de la Méditerranée orientale. Et ça, c'est bien évidemment de la vraie géopolitique. On revient 2 secondes sur la carte de la Russie. Donc là, vous comprenez le jeu plus facilement de la Russie, s'assurer de cette zone-là, en tout cas la rendre plus compliquée pour les autres, pour pouvoir descendre par là beaucoup plus facilement et accessoirement pour pouvoir aussi aller plus facilement en Afrique subsaharienne et notamment dans la bande sahélo-saharienne ou dans des pays comme le Mali ou comme la RCA, notamment aussi à partir de la Libye. Et les Russes qui sont également militairement présents dans cette partie-là de la Libye, bien évidemment, font peser une menace sur tous ceux qui pourraient naviguer dans le secteur. Les États-Unis maintenant. C'est un peu le même pendant que la carte de la Chine, ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais là, c'est sur les États-Unis. Eux, les États-Unis, ils voient le monde différemment. Ils se disent, but du jeu, nous contrôlons les océans et les mers pour des tas de raisons stratégiques, militaires, commerciales. On veut continuer à le faire. Et puis nos alliés les plus proches, ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire les 5 puissances ou les 5 pays anglo-saxons, qui sont vraiment des anglo-saxons,
c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bon, à part le Canada, mais le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des îles. Donc si tout allait très mal au bout du bout des choses, le socle basique, vital des États-Unis, ce seront ces 5 pays-là. Et donc ces 5 pays-là doivent être reliés. Et ils sont reliés par quoi? Ils sont reliés par les espaces maritimes notamment. Donc les Américains se disent, voilà, il faut contenir les 2 puissances continentales que sont la Russie et la Chine. Donc les États-Unis se disent, on trace la ligne de nos intérêts cruciaux et on défend cette ligne. Le reste, tout ce qui est du mauvais côté, ma foi, si les Russes ou les Chinois veulent le prendre, qu'ils y aillent. Ça va leur coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de morts. Ils vont s'enliser, beaucoup de temps. Et nous, pendant ce temps-là, on prend de l'avance sur le reste et on creuse l'avance, notamment l'avance technologique. Typiquement l'Ukraine, mais il y a plein d'autres pays qui sont tentants par là, notamment au Moyen-Orient. Et pour les États-Unis, cette zone du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen ne devient plus ou n'est plus une zone de confrontation comme ça l'a été dans la guerre froide, non plus une zone de contrôle total comme ça l'a été pendant la période où ils ont dominé intégralement le Moyen-Orient, c'est-à-dire de 1990 à peu près 2015, mais ça devient une zone de transit. Une zone de transit qui permet aux États-Unis et à leur flotte ou à leur commerce d'aller rapidement de cette zone-là qui est vitale pour eux, cruciale, à cette zone-là qui devient de plus en plus importante pour eux. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la rivalité mondiale stratégique entre la Chine et les États-Unis, si les Chinois, on va dire, verrouillent ça et que les États-Unis sont un petit peu présents, notamment ici ou là, donc notamment pour le moment les États-Unis sont présents là, les Chinois vont vouloir sécuriser à tout prix leurs sources d'approvisionnement et leurs axes d'approvisionnement et de rapatriement des ressources énergétiques et d'hydrocarbures en direction de la Chine continentale. Donc, en cas de friction ou en cas d'affrontement, d'abord de guerre économique, voire de guerre tout court entre la Chine et les États-Unis, c'est là que ça peut se passer. Donc, pour les États-Unis, il faut être capable d'envoyer des renforts par là très rapidement, si nécessaire. Et donc, stratégiquement, pour les États-Unis, la question, c'est de se dire comment, en cas de problème lourd, comment empêcher la Chine de s'approvisionner en hydrocarbures là? La réponse étant en verrouillant tous les robinets qui sont ici et donc en empêchant la Chine de se ravitailler. Et donc la Chine se dit, ok, j'ai bien compris. Donc est-ce que je fais déjà le deuil de ça en me disant, je prends du pétrole tant que je peux, puis après je verrai bien comment ça se passe? Ou bien est-ce que j'ai une vraie stratégie pour m'implanter et sécuriser à terme mes approvisionnements énergétiques? Et pour les États-Unis, quand vous regardez donc leur ligne d'intérêt, et quand vous regardez là où ils ont mis des bases, donc des bases militaires, vous comprenez bien qu'en fait, ils défendent exactement cette ligne-là. Le but du jeu étant sécuriser, si possible, les approvisionnements et être en mesure d'empêcher, ou en tout cas d'interagir, de contrer le jeu de ceux qui sont de l'autre côté. Et il y a un pays qui est, on va dire, ici assuré, c'est l'Irak, parce que clairement, l'Irak est en train de basculer et on ne sait pas trop comment il va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que typiquement, les Russes, mais surtout les Iraniens, font tout, mais tout, pour faire partir les Américains militairement d'Irak. Comment évolue la partie d'échecs au Moyen-Orient? Voilà, en fait, maintenant, après avoir parlé de ces questions-là, on va revenir sur, on va dire, les questions d'actualité, l'Iran, l'Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient, en termes d'échiquier, elle ressemble à ça. Cette carte-là, on l'a mis dans notre atlas il y a maintenant un peu plus d'1 an. Globalement, elle n'a pas bougé. Elle reste valable. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a parmi vous des joueurs d'échecs? J'en connais au moins un qui est au fond. Mais sinon, ok. Donc pour ceux qui connaissent un peu les échecs, donc on est sur un échiquier 8-8 et j'ai fait rentrer donc le Moyen-Orient dedans. Tout ce qui est en vert est soit sous le contrôle direct ou indirect ou sous l'influence de l'Iran. Tout ce qui est en beige, on va dire,
est sous l'influence directe, indirecte ou le contrôle des États-Unis et de ses alliés de la péninsule arabique. Et puis vous avez la petite case bleue ici, Israël. Comme on joue aux échecs, les Iraniens, pour faire diversion, à un moment donné, ont poussé un petit pion ici, ce qu'on appelle jusqu'à dame, c'est-à-dire sur la ligne adverse, ce qui leur a, je me mets là, pardon, pour la caméra, ce qui leur a permis, ils ont sacrifié un pion. Le pion, c'est les Houthis, et c'est leur soutien à la rébellion yéménite, qui laisseront tomber comme une vieille chaussette, c'est évident, le jour où ils s'entendront avec le joueur saoudien. Donc ils ont poussé un pion là, ils ont fait une dame, menace vitale existentielle directe sur l'Arabie saoudite. Les Saoudiens qui étaient engagés plutôt par là, sont revenus là pour éliminer cette menace. Pendant ce temps-là, les Iraniens en ont profité pour éliminer Daesh et pour pousser leur avantage jusqu'à la Méditerranée. Mais en faisant ça, ils sont rentrés en choc frontal d'intérêts avec les intérêts géopolitiques d'Israël qui sont globalement ici, sur cette ligne-là. Et bien entendu, sur ces lignes-là. Donc le message de cette carte, c'est quoi? C'est un des messages vraiment à comprendre dans les recompositions géopolitiques du Moyen-Orient. C'est qu'on est passé d'une partie d'échec ou d'un affrontement entre l'Iran et les monarchies du Golfe, et notamment entre l'Iran et l'Arabie saoudite, à un affrontement entre l'Iran et Israël. Aujourd'hui, je ne dis pas que les monarchies du Golfe ont perdu, mais disons que dans la partie, elles sont quand même assez mal... La partie n'est pas bien enclenchée pour eux. Enfin, elle est plus qu'enclenchée, elle est presque en train de se terminer, mais elle ne va pas très bien pour eux. Donc, pour les Iraniens, le problème, c'est plus cela. Pour les Iraniens, le problème, c'est ici. Ce sont ces joueurs-là. Et ça tombe bien, parce que c'est justement là, aujourd'hui, que se passe le maximum de rivalité dure et d'affrontements indirects, voire directs, entre l'Iran et ses alliés et Israël. Vous avez là la carte d'Israël, de la Syrie, du Golan, du Liban, pardon. Et en fait, c'est exactement ce à quoi on assiste depuis environ 3 ans. C'est-à-dire que les Iraniens poussent leurs pions, si on peut dire, en direction de la Méditerranée et jusqu'au Liban, pour essayer d'avoir un axe terrestre, un corridor terrestre qui leur permette de relier l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Bien sûr, pour ravitailler directement et de manière sûre les populations chiites, libanaises et syriennes et irakiennes. Bien sûr, pour soutenir le Hezbollah et pour soutenir le régime syrien. Bien sûr, pour faire pression sur Israël, à travers le Hezbollah et à travers les différentes milices. Mais aussi pour, à terme, pouvoir exporter par oléoduc et gazoduc une partie de son gaz et de son pétrole en direction de la Méditerranée et de l'Europe du Sud. Sous-entendu, dans l'hypothèse où les relations à terme s'améliorent, pour le moment c'est mal parti, sans passer par tout le grand détour compliqué du détroit d'Ormuz, de l'océan Indien, du détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge, le canal de Suez, etc., etc. Et bien sûr, les Israéliens veulent les en empêcher par tous les moyens. Donc le but des Israéliens, au contraire, c'est de repousser le plus au nord et le plus loin possible la pression iranienne. Et donc, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, les Israéliens frappent régulièrement. C'est toutes les petites explosions que vous voyez. Et quand vous tracez la médiatrice de là où ils frappent, en général, ça revient à dire qu'ils désignent, par la force, la ligne de leur intérêt, c'est-à-dire là où ils ne tolèrent plus la présence iranienne, du Hezbollah, des milices ou des conseillers iraniens, et où ils frappent systématiquement. Donc aujourd'hui, cette ligne, elle passe clairement par, disons, c'est une ligne qui relie Beyrouth, Damas, et la frontière irakienne au niveau d'Al-Qaïm. Donc ça veut dire que le but des Iraniens, évidemment, c'est d'essayer de descendre cette ligne le plus bas possible, et l'intérêt des Israéliens, c'est de la remonter le plus haut possible. Et ça veut dire aussi, bien entendu, que s'agissant de la Syrie, Bachar al-Assad a gagné et qu'il va falloir en tirer les conclusions, et qu'il faudra en tenir compte pour la géopolitique, quelle que soit l'option retenue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, comme il a réussi à garder à bord et le soutien de la Russie et le soutien de l'Iran, il a gagné, il a sauvé son régime. Et lui, ce qui est important, c'est qu'il garde toujours et l'Iran et la Russie. Là où l'Iran et la Russie sont en rivalité, notamment sur la Syrie, parce que chacun n'a pas les mêmes objectifs. Typiquement, les Russes rêveraient d'interdire l'accès à la Méditerranée
à l'Iran ici, puisqu'ils sont eux-mêmes positionnés sur les bases que d'ailleurs j'aurais dû faire figurer. L'Iran maintenant. On passe en série 4-5 pays. Quel est le dilemme aujourd'hui de l'exécutif iranien, hein? Vous voyez les manifestations, tout ça, ce qui se passe, toutes les, les allers-retours qu'il y a eu sur l'accord nucléaire. Ça va marcher, ça marchera pas, ça va marcher, ça marchera pas. Aujourd'hui, l'accord nucléaire, il est mort et enterré. Ça, vous pouvez lui donner une sépulture. C'est fini, il n'y aura pas d'accord nucléaire. Donc, comme il n'y aura pas d'accord nucléaire, tous les États de la région doivent en tirer les conséquences et ont déjà commencé à en tirer les conséquences. Aujourd'hui, le dilemme de l'exécutif iranien, et l'exécutif iranien, il est bicéphale. C'est à la fois le guide suprême Ali Khamenei et le président Ibrahim Raïssi. Ils décident tous les deux, même si à la fin, évidemment, c'est le guide suprême qui l'emporte. Au passage, dans les négociations avec l'Iran, ce que beaucoup de pays ne comprennent pas, c'est que si vous ne vous entendez pas, si vous n'avez pas baisé la babouche du guide suprême, par définition, votre négociation est morte. Pourquoi ? Parce que le guide suprême va prendre très mal le fait que le président de X pays, etc., ne vienne pas lui baiser la babouche avant d'aller discuter business avec le gouvernement. Donc, ceux qui ont bien compris ça, ce sont les Chinois et les Russes qui systématiquement vont lui baiser la babouche avant de parler avec le président. Mais par exemple, en Europe, en France ou ailleurs, on n'a pas encore totalement compris ça. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, le dilemme de l'exécutif iranien, c'est que comme en Israël, et les deux pays sont en miroir par plein d'aspects, c'est que l'Iran est puissant à l'extérieur, mais fragile à l'intérieur. Comme Israël. Israël est puissant à l'extérieur et aujourd'hui est fragile à l'intérieur. On y reviendra après. Et donc son dilemme, c'est celui d'Abrara Coursix, le chef gaulois. C'est-à-dire, éviter la bataille du village. C'est typiquement ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est pendant la bataille du village qu'en règle générale, les légions romaines qui sont autour ont la fâcheuse habitude de passer à l'assaut et de tester les défenses du village gaulois. Deuxièmement, être dissuasif pour maintenir à distance les camps romains retranchés de petits bonhommes, Laudanum, Géranium et j'en oublie, et Babaorum, et donc les légions romaines. Et pour ça, il faut la potion magique. Et la potion magique, c'est... Non, c'est pas le pétrole, c'est l'arme nucléaire, bien sûr. Ou du moins la menace d'utilisation de la potion magique. On est en train de faire cuire la potion magique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si elle va marcher ou pas, mais on dit à tout le monde, regardez, on est en train de la faire cuire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Après, ce que ça donnera, on verra. Plus sérieusement, aujourd'hui, le dilemme, ou en tout cas la question majeure du gouvernement iranien, c'est de se dire comment sauver le régime tout en garantissant l'indépendance de l'Iran. Les Iraniens vont vous dire on a tout subi et tout fait, parce qu'ils en ont fait aussi pas mal contre leurs adversaires pendant 40 ans, pour échapper à la mainmise dans l'ordre des Britanniques, des Américains, des Russes, puis de nouveau des Américains. C'est pas pour demain tomber sous la mainmise des Chinois. Donc objectif numéro 1, tenir les Chinois à distance, mais prendre quand même un maximum d'investissement, un maximum d'argent. Donc rester indépendant, mais sauver le régime. Et on voit bien que là, aujourd'hui, il tremble vraiment, et il est vraiment, je dirais, il vacille sur ses bases. Pourquoi ? Parce que c'est le fondement même de la théocratie iranienne qui est contesté. C'est plus le résultat d'une élection, c'est plus le prix des matières premières, c'est plus le montant du salaire. C'est le fait même que les Iraniens, majoritairement, refusent de s'en remettre à un clergé théocratique qui décide de tout dans la vie privée des gens. Donc les gens, ils en ont massivement marre, notamment les jeunes qui sont 60% de la population, qui n'ont pas connu la guerre Iran-Irak, mythe fondateur, enfin c'est pas un mythe, c'est une réalité, mais disons élément fondateur de la République islamique, et qui ont encore moins connu la révolution islamique. Donc ces jeunes, 60% de la population, disent à leurs gouvernants, écoutez, le clergé, il y en a assez. Nous, ce qu'on veut, c'est, on veut bien un pouvoir nationaliste, mais on veut pouvoir faire ce qu'on veut à la maison. C'est-à-dire que si les femmes veulent porter le voile, elles le portent. Si elles ne veulent pas, elles ne le portent pas, elles ne se font pas tabasser. Nous, on veut faire des fêtes à la maison, boire de l'alcool, du vin, etc. Il y a des fêtes dantesques à Téhéran, croyez-moi.
Mais sans risquer le débarquement de la police des mœurs ou de la police religieuse ou de la police religieuse qui va vous bastonner au sens littéral du terme et ensuite vous embastiller. Donc, les manifestations ont pris à 4 mois et les manifestations, le pouvoir n'arrive pas à les éteindre. Il n'y a pas une grosse manifestation du style 1 million de personnes dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Mashhad ou autre. C'est des petits trucs, des petits foyers, mais il y en a partout. Et quand le pouvoir, par la terreur, arrive à en éteindre 1 ou 2, il y en a 2 autres qui s'allument ailleurs. Petits, mais partout. Et puis maintenant, à partir du moment où il y a eu pas mal de femmes et d'enfants qui ont été assassinés, même dans les classiques du régime, il y en a qui disent « Ok, moi je soutiens la République islamique ». Par contre, ils vont voir celui ou ceux qui ont ordonné l'exécution ou simplement tabasser et tuer leur fille de bonne famille, etc., ou leur gendre de bonne famille, ou le neveu, etc. Ils lui disent « Ok, je suis fidèle à la République, peut-être, mais toi, je vais te tuer. » Ambiance. Là-dessus, vous avez l'armée des Pasdaran qui dit « Ah, moi, je ne prends pas parti. » Alors évidemment, les généraux et tous ceux qui sont complètement liés, pieds et poings liés au régime, eux disent « Oui, nous, on défend le régime, pas de problème. » Mais l'immense masse des Pasdaran, donc des gardiens de la Révolution, dit « Ah, nous, on n'intervient pas. On va voir comment ça évolue. » Et puis vous avez l'armée régulière, parce qu'en Iran, il y a 2 armées en compétition, où il y a l'armée classique, l'armée régulière, et l'armée des gardiens de la Révolution, le corps d'élite qui défend le régime. Vous avez l'armée régulière qui, par des fuites, fait savoir « Nous ne laisserons pas tirer sur la population. » Ambiance. On en est là. Quels peuvent être les scénarios d'évolution? J'en vois 3 possibles, donc la réalité, c'est que ce sera sûrement un 4e. Mais disons, les 3 logiques, c'est que soit on va vers une vraie révolution, parce que là, les gens en ont vraiment assez. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la rue sont plutôt les jeunes. Les cadras et les quinquas qui ont peur de tout perdre ne descendent pas dans la rue, mais soutiennent les enfants qui vont dans la rue. Mais pour le moment, ils ne bougent pas. Les ouvriers, pas trop non plus, parce qu'ils ont trop à perdre dans un contexte socio-économique compliqué. Donc, quand il y aura les cadras et les quinquas qui vont descendre dans la rue et quand vous aurez certaines corporations ou industries qui vont descendre, par exemple pétrolière, là, ça va vraiment, vraiment bouger. Donc, on peut imaginer une révolution. Tous ceux qui soutiennent à fond les manifestations chez nos journalistes ou etc. Le disent, oui, il va y avoir une révolution. Personnellement, je ne suis pas sûr du tout, j'en doute. Deuxième scénario, c'est une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une alliance parce qu'il y a une lutte de pouvoir terrible à Téhéran en ce moment entre les membres du clergé qui s'accrochent, puisqu'on est dans le sud, comme aux arapèdes sur leurs rochers et qui veulent surtout rien lâcher, et tous les autres qui lui disent on va décoller les arapèdes et on va les remettre à l'eau. Donc retournez à Com et retournez dans vos mosquées, mais laissez le pouvoir aux gardiens de la Révolution, c'est-à-dire aux militaires et aux Pasdaran qui gèrent et qui défendent le pays depuis 45 ans, et laissez le pouvoir aux technocrates islamistes qui, eux, savent gérer le pays. Au passage, toutes choses étant égales par elles-mêmes, en Iran, ce qu'on appelle les technocrates islamistes, c'est ce qu'on appelle en France les énarques laïcs. C'est un peu la même mentalité, même si évidemment l'agenda est totalement différent. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui en fait, ne sont pas animés ou très peu par l'idéologie, mais plus par leurs intérêts, par le pouvoir et par d'autres choses. Donc, deuxième scénario, c'est ces gens-là attendent le bon moment pour pousser doucement mais sûrement le clergé vers la sortie, en disant nous, de toute façon, on est majoritaire au Parlement, il n'y a qu'une chambre. Donc on transforme un peu la Constitution, on vide un petit peu le pouvoir du clergé et on s'arrange pour prendre le pouvoir. Pas de coup d'État, rien du tout, pas de révolution. Et on les pousse gentiment vers la sortie. Et on passe un deal avec la population sur le thème, ou une partie de la population, sur le thème chez vous, vous faites ce que vous voulez, on libère, disons, on vous donne beaucoup plus de liberté dans l'espace privé, dans l'espace ouvert. Par contre, pas de politique.
enrichissez-vous et pas de politique. Scénario à la chinoise classique. Troisième scénario, c'est ce que clairement le pouvoir est en train d'essayer de faire. Quand je dis le pouvoir, c'est le clergé. Le clergé qui voit bien tout ce qui se passe, qui commence à bien, pas paniquer, il panique pas du tout, mais disons à être quand même très très inquiet. Et il commence à tester des idées et à dire non, mais en fait, attendez 2 ans. Et en 2024-2025, quand il y aura les élections législatives et présidentielles, on vous garantit qu'il y aura des élections libres et ouvertes. C'est-à-dire que tout le monde pourra se présenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde peut réellement se présenter, qui va gagner? Ce seront les passedarans et les technocrates, soutenus par le bazar, c'est-à-dire par les milieux économiques. Mais ça permet au clergé de sauver la face et de gagner, d'acheter du temps et de se gagner 2 ans pour se dire en 2 ans, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc on verra ensuite. En attendant, objectif numéro 2, faire rentrer du cash et des devises dans les caisses de l'État pour justement essayer d'acheter la paix sociale et limiter les dégâts. Et donc, puisque les Iraniens n'arrivent pas à rentrer dans l'accord nucléaire et à s'entendre avec les États-Unis, il faut trouver l'argent là où il est, c'est-à-dire du côté de l'Asie, du côté des Chinois, de l'OSC et indirectement de la Russie. Alors la Russie n'a pas trop d'argent, mais elle a des armes et ils peuvent s'entendre sur un certain nombre de points. C'est pas une anecdote, vous voyez aussi par exemple sur ce registre-là, en ce moment, il y a beaucoup de discussions entre l'Iran et la Corée du Sud, l'Iran et le Japon. Des délégations qui vont de part et d'autre, etc. C'est amusant parce qu'il y a quand même la guerre en Ukraine, il y a les tensions sur Taïwan et tout, mais donc ça discute. Au fond, au Moyen-Orient, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Donc encore une fois, ne pas tomber sous la coupe de la Chine. C'est diminuer l'empreinte militaire américaine dans la région. Ils savent qu'ils ne pourront pas les enlever, mais au moins la diminuer et notamment faire en sorte que les Américains quittent l'Irak. C'est s'entendre avec les voisins et donc ils ont repris des relations bilatérales avec quasiment tout le monde puisque le Koweït et les Émirats arabes unis ont renvoyé des ambassadeurs à Téhéran puisque tous les autres pays parlent. Même l'Arabie saoudite qui était en choc frontal avec l'Iran a réouvert des négociations pour s'entendre sur différents sujets. Et notamment, là, ça y est, ils se sont entendus sur le prochain grand pèlerinage à la Mecque. Et donc là, ça y est, ils se sont mis d'accord pour déterminer comment les Iraniens pourront aller faire le pèlerinage à la Mecque, combien ça coûte, par où ils passent, etc., combien on en prend, beaucoup. Les chiffres qu'on entend, c'est probablement autour de 800 000. Donc il faut s'imaginer, il y aura 800 000 Iraniens qui vont aller en Arabie pour faire le pèlerinage, et ainsi de suite. C'est bien entendu essayer d'éloigner la menace de leur point de vue israélienne, parce qu'ils voient des petits drapeaux israéliens partout. Je ne dis pas que c'est le cas ou que c'est vrai, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et bien entendu, c'est essayer de sanctuariser la relation en direction de l'Irak, la Syrie, le Liban. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et donc, pour arriver à leur fin, les dirigeants iraniens se disent « Nous, ce qu'on veut, c'est on veut être dissuasif ». Donc, on l'a dit, l'accord nucléaire est mort. Donc, dans ce contexte-là, comment être dissuasif? 2 options. Il y a la partie gauche de l'écran. C'est une dissuasion conventionnelle asymétrique. C'est ce qui existe aujourd'hui. De leur point de vue, ça marche plutôt pas mal. Mais ça repose essentiellement sur des missiles balistiques, drones, etc. Et sur un réseau d'influence régionale, accessoirement sur le renouvellement de leur parc classique, notamment de leur parc aérien qui est totalement obsolète. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un débat qu'on a entre nous. Les Iraniens ont livré beaucoup de drones aux Russes pour combattre en Ukraine. En échange, et ça commence maintenant à devenir de plus en plus rémanent dans la presse iranienne, en échange, les Iraniens recevraient de 20 à 26 chasseurs bombardiers Sukhoi 35 de dernière génération, dont les pilotes iraniens sont en train de s'entraîner, et les techniciens sont en train actuellement de s'entraîner en Russie. Voilà. Apparemment, il semblerait, aux dernières nouvelles, ça date de 2 jours, qu'ils reviendraient au pays, entre guillemets, au mois de mars. À suivre, on verra, et on verra ce qu'il en est. Bref, les Iraniens disent «
ou bien à la communauté internationale et aux grandes puissances, ou bien vous nous laissez avoir ça, ou bien si vous ne voulez pas qu'on ait de missiles balistiques, d'alliés régionaux qui nous permettent d'agir en sous-main pour faire mal et embêter nos rivaux, eh bien il n'y a pas de problème, on fait ça. Choisissez. Et comme ils connaissent très bien la communauté internationale et notamment les Occidentaux, ils se disent qu'avec un peu de chance, les Occidentaux procrastineront et donc en fait ils auront les deux. Et en attendant, pour faire pression, ils utilisent quoi ? Ils utilisent les otages. Là, c'est Fariba Adelka, qui est notre chercheuse franco-iranienne, qui est emprisonnée à Téhéran avec 6 autres otages français, donc ils sont 7. Au passage, là, en ce moment, les Iraniens prennent quasiment toutes les semaines des otages occidentaux. Hier, un Allemand. Il y a 3 jours, un Belge. Les pauvres, ils étaient là au mauvais moment. Il faut dire qu'en ce moment, même moi qui aime bien l'Iran, je ne mets plus les pieds en Iran et je déconseille fortement à tout le monde d'y aller, même en touriste. Donc voilà un petit peu le schéma. Les Israéliens dans tout ça. Le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou peut-il durer ? Lui, son problème, c'est qu'il a dû faire une alliance. C'était quand même la 5e élection en 3 ans. Et comme il n'arrivait pas à trouver d'alliance, il a réussi à en faire une avec son extrême droite religieuse, et notamment les partis ultra-religieux, ultra-nationalistes. Il y a des partis qui sont ultra-religieux mais pas nationalistes. Il y a des partis qui sont ultra-nationalistes, ultra-religieux et ultra-nationalistes. Évidemment, une partie des membres de sa coalition disent qu'il faut annexer complètement toute la Palestine. Et ce qui est intéressant, conceptuellement, c'est que ces gens-là disent non, mais nous, les voisins, on s'en fiche complètement. Les pays, les monarchies arabes, être très copains avec les Émiriens, on n'en a rien à cirer. L'Iran, on n'en a rien à cirer. L'Iran ne nous menace pas directement, etc. Donc, ce qui nous menace, c'est les Palestiniens. On veut rester un État homogène, israélien, juif, etc., etc. Donc il y a de vraies discussions fondamentales aujourd'hui qui se passent au plus haut niveau de l'État israélien. Et donc Netanyahou, il se dit, mais comment est-ce que je vais arriver à maintenir tout ça ? Parce que si pour garder ma coalition, je dois annexer davantage de territoires palestiniens, les Émiriens me disent qu'ils dénoncent les accords, ou les Marocains me disent qu'ils dénoncent les accords d'Abraham, en tout cas ils ne jouent plus avec. Les Saoudiens me disent que jamais ils feront la paix avec moi, en tout cas que jamais ils normaliseront avec moi, donc c'est un peu embêtant. Donc en fait il est un peu coincé aux entournures. Mais ce qui est sûr, c'est que comme depuis le début, depuis au moins la fin des années 70, Israël veut rester la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient. Et donc, comment y arriver ? Comment y arriver en empêchant aucun des États de la région de se doter, bien sûr, de cette capacité-là. Comment rester l'allié des États-Unis, alors même que de plus en plus d'élites américaines, soit économiques, soit intellectuelles, soit médiatiques, soit politiques au Congrès, remet en cause, disons, l'intérêt pour les États-Unis de continuer à soutenir systématiquement Israël. Comment préserver les accords d'Abraham, qui sont quand même la grande réussite de Netanyahou pendant son avant-dernier mandat. Comment ostraciser l'Iran ? C'est bien pratique parce que ça permet de faire diversion, mais surtout évidemment de l'empêcher de franchir, de le convaincre d'empêcher de franchir le seuil nucléaire. Et comment éviter une nouvelle intifada ? Parce qu'aujourd'hui, en Israël, en fait, le risque majeur, c'est plutôt celui-là. C'est celui d'un éclatement de l'intérieur. Quand je dis une bêtise, oui, sur un accrochage, sur un incident monté en épingle qui dérive en grosse manifestation avec 15 personnes tuées. Puis alors là, c'est l'étincelle, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça son problème. Et aujourd'hui, ces élites sécuritaires sont divisées entre ceux qui disent « mais non, c'est toujours l'Iran qui est le problème majeur, c'est notre place dans la région », et ceux qui disent « oui, mais là, on a le temps ». Quand même, à court terme, le vrai problème, c'est gérer l'évolution de la population arabe et des Palestiniens, parce que plus on va afficher un air très dur, évidemment, plus ils vont se radicaliser.
D'autant plus que dans ce contexte, vous avez Joe Biden et Anthony Blinken, donc le président américain et son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, qui critiquent à demi-mot ouvertement Netanyahou pour lui dire « soyez responsable, ne faites pas de bêtises ». Donc, dans ce contexte-là, qui est celui d'un Iran qui pourrait parvenir, j'ai pas dit va, pourrait parvenir au seuil nucléaire assez rapidement s'il en prenait la décision politique, dans un contexte où disons de fait, la lutte clandestine entre Israël et l'Iran s'est déplacée de la zone Golfe Persique, Golfe d'Oman, plutôt vers la zone mer Rouge et Méditerranée orientale. Le fait c'est qu'à un moment donné de l'histoire, Israël pourrait être tenté de taper très dur sur le Hezbollah avant que l'Iran soit nucléaire et avant que le Hezbollah soit sous la protection, entre guillemets, sanctuarisée d'un Iran qui aurait la capacité nucléaire militaire. Sur le thème, c'est maintenant qu'il vaut mieux le faire, parce qu'après, ça va créer des tas de problèmes. Et si on joue en effet, Israël et l'Iran jouent la dissuasion mutuelle, non pas concertée, mais de fait, il faut éviter les risques d'escalade et les risques de friction qui sont trop proches de chez nous. Nos amis saoudiens. Que peut-on dire de ce qu'on comprend de l'agenda de l'Arabie saoudite et notamment de Mohammed Ben Salman, le prince héritier du royaume? Alors lui, son père c'est pareil, les Saoudiens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont une vision, on va dire, en général assez restreinte à l'ensemble de la péninsule arabique. Depuis l'indépendance de l'Arabie et l'émergence du royaume d'Arabie saoudite unie, donc dans les années 1930, ce qui anime tous les dirigeants saoudiens, c'est d'essayer d'être reconnus comme les patrons et les boss de la péninsule arabique, en s'entendant peu ou prou avec les voisins. Donc aujourd'hui, comme il est malgré tout pragmatique, il s'aperçoit que son objectif prioritaire, c'est améliorer son image. Vous avez tous suivi les petits problèmes qu'il a eus ces 7 dernières années en faisant en quelque sorte bêtise sur bêtise. Et donc tout le monde lui a dit « mais tu es dangereux, donc il faut faire très attention ». Donc il a bien compris qu'il avait une image très très mauvaise, donc il fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'améliorer. Il fait le Paris-Dakar, les Qatariens ont la Coupe du Monde, lui il a Paris-Dakar, d'ailleurs ça vient de se terminer, je ne sais pas qui a gagné, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui savent qui a gagné, mais vous remarquez que les médias n'en ont que relativement peu parlé. Et puis il fait Neom. Neom, c'est le nouveau Disneyland version saoudien, qui est une ville qui promet d'être absolument extraordinaire, le rêve de tout architecte, qui sera exactement ici, à la frontière avec la péninsule du Sinaï. On pourra en reparler plus tard. Donc il essaye d'améliorer son image. 2, comme il est malgré tout pragmatique et qu'il a compris que l'affrontement avec l'Iran ne le menait nulle part, surtout qu'il n'était pas trop soutenu par les États-Unis. Donc maintenant, il faut pour lui s'entendre avec l'Iran. C'est en cours. S'entendre avec l'Iran, notamment pour pouvoir se dépêtrer du bourbier yéménite. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'échiquier, et trouver une porte de sortie honorable au conflit au Yémen. Bien sûr, essayer d'empêcher le retour des djihadistes qui, après tout, pourraient être tentés de se dire, après tout, si on veut faire le califat aujourd'hui et maintenant, le califat, c'est la Mecque et Médine, donc c'est en Arabie saoudite, donc ça revient à faire une menace directe sur le territoire saoudien. Mais fondamentalement, ce qu'il cherche aussi, évidemment, c'est que, comme tout le monde, dans la région, trouver son point d'équilibre entre la Chine, les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire où mettre son pion, à quelle distance des États-Unis, de la Russie, de la Chine, sans fâcher les Américains, en prenant le maximum de ce qu'il peut des Russes et des Chinois, sans tomber sous la dépendance des uns ou des autres. Les Émirats arabes unis. Mohamed Ben Zayed, donc le président de la Fédération des Émirats arabes unis, donc, qui est le leader incontesté et visionnaire des Émirats arabes unis aujourd'hui. Alors lui, autant les Saoudiens ont une vision centrée sur la péninsule arabique et le voisinage immédiat, autant lui a une vision beaucoup plus globale et franchement, je ne dis pas mondialisée, mais une vision très large des intérêts géostratégiques des Émirats et de tout ce qui se passe en général autour de lui dans le monde. Donc lui, ce qu'il a trouvé, c'est que son premier aujourd'hui, sa première question fondamentale, c'est où mettre mon point d'équilibre
entre la Chine, la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire comment faire beaucoup de business avec la Chine, beaucoup de business, ou en tout cas beaucoup d'intérêts, y compris militaires, stratégiques avec la Russie, et y compris avec les Occidentaux et avec les États-Unis, sans fâcher les États-Unis, sans tomber complètement sous la dépendance des Chinois, etc. C'est-à-dire où se positionner. Mais autant pour les Saoudiens, c'était le dernier point, autant pour lui, c'est clairement le premier. Ensuite, bien sûr, c'est pareil, il a essayé de rentrer en confrontation avec l'Iran, ça n'a pas trop marché, donc très pragmatique, donc maintenant il faut s'entendre avec l'Iran. S'entendre avec l'Iran, ça ne veut pas dire qu'ils s'apprécient, ça veut juste dire que de manière pragmatique, il faut trouver un terrain d'entente pour vivre à peu près ensemble, sans se taper dessus, dans les années qui viennent, ne serait-ce que pour pouvoir faire du business, pousser ses intérêts, etc. Accessoirement, dans ce cadre-là, donc dans sa vision assez globalisée, c'est développer son partenariat avec Israël. Donc du coup, le fait qu'il y ait un gouvernement ultra-nationaliste religieux en Israël, c'est dommage, parce qu'il avait des super opportunités de développement économique. Puis là, chez lui, tout le monde lui dit bah non, tu ne peux pas faire ça avec Netanyahou, donc il faut faire attention, etc. Deuxième objectif, s'il le peut, c'est affaiblir le Qatar, parce qu'ils s'entendent, mais alors vraiment pas du tout. Et troisièmement, c'est utiliser toutes les opportunités pour se projeter sur les ports de l'océan Indien et ailleurs, pour essayer de prendre non seulement des gages, mais des parts d'intérêt, parce qu'il a compris, comme il a une vision globale, il a compris que l'avenir, c'était bien sûr le commerce maritime, c'était les échanges, c'était un monde globalisé de son point de vue à lui. Et donc, il faut s'entendre avec tout le monde, il faut prendre des parts un peu partout. Et combattre partout l'islam politique et donc les frères musulmans. Pourquoi ? Parce que l'islam politique, évidemment, est une menace existentielle pour toutes les monarchies absolues et toutes les monarchies et tous les pouvoirs autocratiques qui disent « Non, je ne veux pas que des islamistes... » Ils sont tous très bons musulmans. Mais simplement, ils disent « Ça ne doit pas être la religion qui dirige le pays, par exemple comme en Iran. Ça doit être au contraire la force et ça doit être le pouvoir politique ou les grandes tribus, etc., etc. » Donc dès qu'il peut mettre une petite gifle aux Qatariens et accessoirement aux Turcs qui soutiennent les Qatariens, on va en parler juste maintenant, il ne s'en prive pas. Le Qatar. Alors le problème du Qatar, c'est qu'il faut rentabiliser l'investissement de la Coupe du Monde de foot. Je n'ai pas le chiffre exact, mais les chiffres qu'on a vus passer et que les gens qui vivent au Qatar nous susurrent à l'oreille, c'est que le prince, l'émir Al Thani aurait carbonisé autour d'un quart, voire 30% du fonds souverain qatarien pour organiser sa petite sauterie du mondial de football, à un coût à peu près 10 fois supérieur à la plus chère des Coupes du monde de football précédentes. Alors évidemment, il a des crédits illimités, mais quand même, il faut quand même rentabiliser. Donc, coup de chance pour lui, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc, il faut miser là-dessus. Et il faut miser là-dessus notamment pour rester le chouchou des démocrates américains, c'est-à-dire du gouvernement américain actuel, tant qu'il est au pouvoir. Ça, on pourra en parler après si vous voulez, c'est une grande classe, c'est une tendance lourde depuis à peu près 35-40 ans dans la politique américaine, c'est que quand vous avez les démocrates au pouvoir, les démocrates soutiennent tous ceux qui soutiennent l'islam politique, et notamment les frères musulmans, parce que de leur point de vue à eux, c'est une vision finalement démocratique, ou qui se veut démocratique de l'islam et donc de la vie politique dans ces pays-là. Je ne prends pas parti, mais j'explique la grille de lecture. En revanche, les républicains ne sont pas du tout sur ce schéma-là, et les républicains soutiennent plutôt les gouvernements autocratiques purs et durs qui sont sur place, et notamment, par tradition, l'Arabie saoudite. Donc, Tamim Al Thani, l'émir du Qatar, se dit les élections américaines, c'est en novembre 24, donc j'ai encore à peu près 20 mois. J'ai 20 mois pour essayer d'engranger le maximum d'avantages et notamment de positions favorables aux côtés des Américains. Après, on verra ce qui se passe, mais après, ça peut aller beaucoup plus mal, donc on va voir ça. Et bien entendu, donc, dans cette perspective-là, le but du jeu, c'est d'essayer de garder de bonnes relations, ou en tout cas de rétablir des relations, on va dire, à peu près cordiales avec l'Arabie saoudite, tout en restant très copains avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent
ce qui est censé être le plus grand champ ou le plus grand réservoir offshore de gaz naturel du monde, et que donc quand il y a un tel trésor sous vos pieds, ce serait stupide de se disputer, il vaut mieux s'entendre pour se le partager. Et, histoire d'embêter les Saoudiens et surtout les Émirats arabes unis, et aussi parce que ça fait partie un petit peu de sa mentalité, soutenir les frères musulmans partout où c'est possible, et donc notamment la Turquie. Mais la Turquie d'Erdogan, pas la Turquie de quelqu'un d'autre. Ce qui m'amène, presque pour terminer, à parler du président Erdogan. Et donc de la Turquie. Pour lui, 2023 va être une année absolument cruciale. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections législatives, présidentielles, locales. Et la commémoration du 100e anniversaire de la création de la République turque. Donc, il veut gagner les élections pour rester au pouvoir et pour dire « c'est moi qui vais assurer la commémoration du centenaire de la République turque ». Donc, pour y parvenir, tous les moyens pour gagner les élections et rester au pouvoir, à peu près tous les moyens seront probablement bons, alors même qu'il est de plus en plus contesté, alors même que les résultats économiques ne sont plus du tout au rendez-vous, et que la vague de soutien qu'il avait portée, parce qu'il a réellement accompagné le développement économique de la Turquie pendant ces 20 dernières années, n'est plus là. Donc les gens lui disent, ben non, donc peut-être pas. Donc, il peut être tenté, dans l'année qui vient, de faire tous les coups, entre guillemets, possibles qui lui permettraient de rehausser, de faire diversion sur les difficultés intérieures, de flatter le nationalisme de la population turque ou des dirigeants turcs ou de la classe politique turque pour leur dire, finalement, votez pour moi. Allez, encore une fois. De s'assurer, évidemment, qu'il n'y aura aucune indépendance kurde dans la région. Parce que les Kurdes en Turquie, c'est 20% de la population et 25% des territoires, enfin de l'espace. Donc on comprend bien qu'un pays dans lequel 20% de la population établie sur 25% du territoire dirait bah, « nous on veut l'indépendance », c'est compliqué. Et donc c'est aussi pour ça évidemment qu'il intervient militairement en Irak, en Syrie, que là il se reprépare à intervenir militairement en Syrie comme il l'a déjà fait au mois de novembre. Donc là, apparemment, il y a quand même des signaux très forts qui montrent qu'il est en train d'en remettre une louche, notamment parce qu'il veut pérenniser une zone tampon, là, une zone tampon à la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui serait contrôlée évidemment par son armée en Syrie, et qui ferait littéralement barrière, si vous voulez, aux populations kurdes syriennes, qui ainsi ne pourraient pas faire le lien avec les populations kurdes turques et vice-versa. Et puis surtout, ce serait une bande dans laquelle Erdogan pourrait replacer les très nombreux réfugiés syriens qui sont dans toute cette région-là, aujourd'hui de la Turquie, et qui, comme dans plein de pays, évidemment, entre guillemets, ben, sont de moins en moins bien acceptés, ça crée des frictions avec la population turque, ainsi de suite, ainsi de suite. On estime, je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres en tête, mais l'année dernière, on estimait qu'il y avait à peu près plus de 3,5 millions à 4 millions de réfugiés syriens à la frontière côté turc. Donc évidemment, c'est une déstabilisation de ça. Sur un plan plus géopolitique, le but d'Erdogan, c'est de maintenir l'équilibre entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Donc pendant la guerre, à la suite de la guerre en Ukraine, vous avez pu voir qu'il n'a pas pris parti. Donc lui, il a dit non, moi je suis neutre. J'avais historiquement de bons rapports et des liens intéressants et avec les Ukrainiens et avec les Russes, donc je ne prends pas parti. Donc je parle à tout le monde, donc je suis le hub par lequel tout le monde peut passer. Et force est de constater que pour le moment, notamment sur la question de la guerre en Ukraine, Erdogan joue plutôt bien ses cartes. Et tire plutôt beaucoup de bénéfices de cette situation-là. Et enfin, bien entendu, comme il déteste maintenant, enfin il a toujours plus ou moins détesté, qu'à partir du moment où l'Union européenne lui a dit, lui a fait comprendre, sans le lui dire ouvertement, qu'il ne serait jamais dans l'Union européenne, bien entendu, maintenant il vomit les institutions européennes dans ce qu'elles représentent. Donc le but du jeu, c'est faire mal à l'Union européenne,
c'est s'imposer comme un hub énergétique, notamment en misant à fond sur le transport de gaz et notamment, lui, mise sur le gaz naturel liquéfié. On en parlera à un autre moment, c'est une autre conférence. Et donc, à chaque fois qu'il peut faire une provocation sur les Européens, il ne s'en prive pas. Et pour terminer, le maréchal Sissi, donc l'Égypte. Alors lui, il a de la chance. Le maréchal Sissi, il est dans une situation, enfin pas idéale, elle est loin d'être idéale, mais disons qu'il est maître du canal de Suez. Et il est maître de la sortie du Nil. Donc, il sait que tenant le canal de Suez, tout le monde doit s'arranger avec lui. Mais en même temps, lui, il doit être copain avec, en tout cas, il doit être en bon terme, rester en bon terme avec tous les gens, tous ses partenaires. Et notamment des gens qui se détestent mutuellement les uns entre les autres. Mais lui, le maréchal Sissi, il est très ami avec les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Même si, individuellement, ces pays-là se détestent, ou en tout cas, sans se détester, sont en rivalité, voire en confrontation. Donc globalement, son message, c'est mettez pas la panique chez moi. Et lui, ce qui compte, c'est sécuriser son axe nord-sud, c'est-à-dire les gisements de Méditerranée orientale, le canal de Suez, la mer Rouge, le Nil. Le Nil, pour lui, c'est la vie. Et ça, c'est vraiment crucial pour lui. Et son problème existentiel à l'Égypte, c'est pour ça que c'est un chaudron un petit peu, c'est une cocotte minute, c'est que l'Égypte est un pays qui prend plus de 1 million d'habitants de plus chaque année. Donc c'est une bombe démographique, avec des conditions socio-économiques et climatiques et environnementales et agricoles qui se dégradent. Donc combien de temps ça durera, on ne sait pas. Et les intérêts de la France dans tout ça. Alors, la France, à part des périodes ponctuelles comme en ce moment, mais ça c'est vraiment conjoncturel, fondamentalement, on n'a plus vraiment besoin des hydrocarbures du Moyen-Orient. Comme beaucoup de gens, notamment les États-Unis et certains autres pays européens, ont continué à en acheter pour équilibrer la balance commerciale. Si vous voulez que ces pays-là continuent d'acheter les produits de luxe, l'agroalimentaire, les voitures, les métros, les Airbus, les Rafales et le reste, il faut leur acheter ce qu'ils produisent, c'est-à-dire du gaz ou du pétrole. Et globalement, à la louche à peu près, ça s'équilibre. Fondamentalement, ce qui est important pour la France, c'est la liberté de navigation, comme un peu tout le monde, parce que c'est justement... Bien sûr, il y a des solutions alternatives. On peut passer par le Cap, c'est plus long, plus cher, mais on peut le faire. Mais disons, c'est quand même plus pratique, tant qu'on peut le faire, de sécuriser cet axe maritime-là, qui, au-delà du maritime, c'est le business. Ce sont les économies, c'est notre économie en partie mondialisée. Et ça, c'est assez nouveau, c'est sécuriser l'axe Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Égypte. Ça, ce sont les 4 pays sur lesquels compte beaucoup la France aujourd'hui, où elle s'investit, elle investit ses efforts. Accessoirement, d'abord parce qu'elle y est bien placée, mais accessoirement aussi parce que ça lui permet en fait de contenir ce qu'elle perçoit comme des problèmes, c'est-à-dire clairement l'Iran, la Syrie et la Turquie. Et avec cette politique-là et cette ligne-là, bien évidemment, ça lui permet de dire ce qui est de l'autre côté, on s'en préoccupe plus. Finalement, on n'est pas d'accord avec eux, typiquement la Syrie, typiquement la Turquie. Donc voilà, nous on mise sur cette ligne de défense-là en quelque sorte. Plus Chypre. Autre objectif, c'est assurer la stabilité du Liban et d'Israël. Bon, c'est l'histoire, mais c'est aussi de manière plus pragmatique le fait que ce sont les 2 pays dans lesquels la France, au Moyen-Orient je parle, la France a le plus de binationaux. Donc franco-israélien, franco-libanais. Chaque fois que les Israéliens tapent sur les Libanais ou le Hezbollah, etc., il faut envoyer en urgence des porte-hélicoptères et des navires pour évacuer la population franco-libanaise et accessoirement européo-libanaise. Gros risque, etc. L'amiral Ossor pourra vous en dire quelques mots à l'occasion. Il a vu ça de très près. Au-delà de ce côté binationaux, c'est surtout le fait que la question et la thématique libanaise et israélienne est bien évidemment instrumentalisée à des fins de politique intérieure en France. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez tous ce que je veux dire.
Autre objectif, réduire Daesh autant que possible, parce que Daesh continue à faire des attentats, pourrait en refaire. En tout cas, le djihadisme radical est une réalité qui est loin d'être morte et qui continue à être active. Et puis, cerise sur le gâteau, bien sûr, la diplomatie du carnet de chèques. Si dans tout ça, on peut arriver à décrocher des beaux contrats, tant mieux. Et pour réellement terminer, et c'est la conclusion, c'est que tout ce que je viens de vous dire, vous allez me dire finalement pourquoi, puisque le Moyen-Orient, c'est loin. Oui, sauf que toutes ces recompositions et ces rivalités du Moyen-Orient, géopolitiques, d'intérêts, religieuses, idéologiques, etc., aujourd'hui, elles se sont exportées sur l'ensemble du bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord et de la bande sahélo-saharienne, mais notamment l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen. Donc si vous ne comprenez pas les rivalités, les enjeux de ce qui se passe là, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer ici. Et vous voyez qu'il y a plein de petits drapeaux. Les petits drapeaux montrent les zones d'influence et les jeux plus ou moins compliqués, plus ou moins avoués, plus ou moins pervers des uns et des autres dans la région. Et vous apercevez qu'il y a aujourd'hui finalement 2 lignes de front qui sont en train de se créer, là et là, et que chacun est en train de choisir son camp ou de ne pas le choisir. Pour conclure, enfin j'ai déjà conclu, mais une petite information, c'est vous rappeler que donc, la FMES a produit et publié un atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui est gratuit en ligne, que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Et qu'on on va commencer à préparer la version réactualisée qui sortira en 2024, donc l'année prochaine. Et que pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, on organise des ateliers serious game, donc on va dire de jeux de plateau professionnels et de wargame qui sont gratuits, qui ont lieu en règle générale à peu près 1 fois par mois, et qui vous permettent d'appliquer en réalité d'une manière différente, c'est-à-dire beaucoup plus ludique et en vous y impliquant vraiment tout ce que je viens de dire sur la grande géopolitique mondiale. Vous y êtes les bienvenus. Vous pouvez juste vous inscrire sur notre site. Et j'en ai terminé et je prends toutes vos questions dans le temps qui reste. Donc allez-y, ouvrez le feu. Ne soyez pas timide. Oui. Oui. Bonsoir. Quel est l'intérêt des bases et de la présence étrangère à Djibouti et éventuellement pourquoi par exemple la Turquie a des relations assez proches avec le Soudan Vous jouez aux échecs ? Accessoirement. Puisque accessoirement, pour verrouiller et protéger et contrôler la dernière ligne. Et le point de passage absolument vital, crucial, qui est le Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Et si les Turcs ne peuvent pas être là, ils se mettent ailleurs, là où ils peuvent, c'est-à-dire de l'autre côté. On va dire que pour eux, on remonte un peu l'échiquier, mais ils jouent de l'autre côté. Ça veut dire que le détroit d'Ormuz, c'est essentiellement les hydrocarbures, alors que le Bab el-Mandeb, c'est tout le reste. C'est les hydrocarbures, les câbles sous-marins, là j'en ai pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, et tout simplement le commerce international. Et que si vous êtes situé à Djibouti, vous êtes en capacité, le cas échéant, de contrôler ou d'interdire ou de faire peser une menace sur ce trafic, et sur ces câbles, et sur tout ce qui passe par là. Je vous sens dubitatif. Ah, mais c'était pas votre question. Ok. Alors, dans ce cas-là, c'est une autre question. Oui, disons la position française est en recul, notamment par rapport à la posture américaine et chinoise.
Voilà. Mais on peut espérer que malgré tout, parce que c'est réellement important, on peut espérer que malgré tout, la France et que les gouvernements français s'accrochent et fassent tout ce qui est possible pour rester présents et bien marquer que pour eux c'est important. Ça, c'est ce qu'on fait à la FMES, mais c'est un autre sujet. Le directeur général vous en parlera ou en parlera à d'autres occasions. C'est une possibilité, bien sûr. Mais structurellement, quand même, ils sont bien forts. Hein. Vous avez raison, hein, madame. D'ailleurs, ils ont passé un automne un peu... ils se sont posé quelques questions. Mais il est probable que la Chine ait une capacité de rebond supérieure à celle des autres grandes puissances. En tout cas, aujourd'hui. Les États-Unis, mis à part, c'est une autre question. Mais les États-Unis, c'est pareil. Y compris sur le plan intérieur, ont leurs propres difficultés et leurs propres vulnérabilités. Mais oui, en effet, la Chine peut passer par une phase un petit peu de déstabilisation. Dans son histoire, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, hein, donc c'était plutôt à Antoine Bondaz, il y a deux séances qu'il faut poser la question. Mais dans son histoire, il y a eu des phases de repli, des phases d'expansion. Donc là, ils sont clairement en phase d'expansion. Ce que sera demain ou après-demain, je ne sais pas, mais ils ont quand même beaucoup d'atouts. Ah ils vont pas changer, ils risquent tout simplement d'absorber la Russie et de la vassaliser encore plus vite. Oui, donc ça va augmenter encore leur force. Oui, et leur souci aussi, vous avez raison. Bonjour monsieur, excusez-moi, Cyril Sédou. Vous nous avez montré que pour la péninsule arabique, c'était une des priorités du Royaume saoudien et des Émirats d'assurer un équilibre entre États-Unis, Chine et Russie. Vous nous avez dit également que c'était des royaumes assis sur des trésors et que la Russie n'avait pas d'argent. Et du coup, pourquoi est-ce si important pour eux de maintenir un équilibre avec cette même Russie, 140 millions d'habitants, un PIB inférieur à l'Italie? Qu'est-ce que la Russie a de si utile à leur apporter qu'il faille maintenir cet équilibre pour eux? Un arsenal nucléaire, une volonté de puissance, une place au Conseil de sécurité, un rôle malgré tout et une puissance stratégique et géopolitique réelle. Et voilà. Et accessoirement, les Russes sont ceux qui vendent sur le marché des armes plutôt efficaces. Je ne vais pas polémiquer sur leur efficacité en Ukraine, mais des armes globalement efficaces et pas chères. Et surtout des centrales nucléaires civiles pas chères, qui ne sont pas phénoménales en termes de rendement, mais qui permettent à plein de pays qui ambitionnent de devenir des États nucléaires civils de pouvoir se doter d'un parc d'usines nucléaires civiles, pas trop chères, qui marchent bien. On n'est plus du tout sur la génération de Tchernobyl, hein. Maintenant c'est 2 générations supérieures. Et quand vous regardez par exemple la Turquie, c'est la Russie qui construit le parc nucléaire civil turc en ce moment, pareil pour l'Égypte. Il y a un certain nombre de contrats en cours de négociation dans un certain nombre de pays de la région. Voilà. Oui, après on va aller de ce côté-là. Il y a un acteur historique de la région dont vous n'avez pas parlé, c'est le Royaume-Uni. Quelle est la position actuelle du Royaume-Uni? Quels sont leurs intérêts? Caramba, encore raté. Non, je plaisante. Les Britanniques sont en train de redevenir ce qu'ils ont toujours été dans l'histoire, un peuple de pirates, de corsaires et de commerçants. C'est la réponse. Donc, dans la région, ils sont en train de jouer les corsaires et d'essayer de faire des coups commerciaux. C'est justement ce que... Vision stratégique en ce moment très faible. Bonsoir. Croyez-vous à la possibilité d'une intervention israélienne en Iran?
Non, ou alors c'est suicidaire. Par contre, des affrontements clandestins qui montent en gamme et qui montent en tension entre Israël et l'Iran, oui. Mais le grand soir, toute l'aviation israélienne, tous les missiles israéliens pour aller détruire le programme nucléaire iranien, absolument pas. Bonsoir. Un Iran nucléaire, est-ce que c'est ouvrir la boîte de Pandore et faire ouvrir la possibilité que d'autres pays s'intéressent à développer un programme comme ça, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, vous qui connaissez bien la région? Oui, surtout si le camarade Vladimir Poutine menace, voire utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine. Alors là, les proliférations comme des petits champignons, ça risque d'être un vrai problème. C'est aussi pour ça que l'Ukraine a valeur de test. On en parlait, enfin là on change un peu de sujet, on en parlait cet après-midi entre nous à la FMES et ce matin. Au-delà de la question de qui a raison, qui a tort en Ukraine, etc. Est-ce qu'il faut soutenir les Ukrainiens, condamner les Russes, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aujourd'hui, quand Poutine s'est lancé à l'assaut de l'Ukraine, vous avez une quinzaine d'autocrates dans, pas que la région, mais on va dire dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, peut-être en Amérique latine, peut-être aux marges de l'Europe, clairement en Asie centrale, qui se sont dit « Ah !» Ils ont été sidérés. Zéro réaction, ni condamnation, ni prise de position. Ils se sont dit « C'est intéressant. » Enfin, c'est osé. On va voir comment ça se passe. Et donc, ils sont tous là, tétanisés, sidérés, en train d'essayer de voir qui va gagner. Si la Russie gagne, d'une manière ou d'une autre, ça va ouvrir la boîte de Pandore et vous allez avoir plein d'autocrates qui vont essayer qui se disent c'est la solution, le recours à la force militaire. On va régler les petits problèmes avec nos voisins, voire même avec nos propres minorités ou d'autres. On balance l'armée et on y va allègrement. Ça va être un monde chaotique et extrêmement dangereux, où là, pour le coup, les risques d'escalade et d'erreurs de calcul vont se multiplier. Si, en revanche, la Russie perd, je ne dis pas que l'Ukraine doit gagner, je dis que la Russie perd, là, ça va quand même, ça devrait, on espère, calmer les ardeurs d'un certain nombre d'agitateurs potentiels. Donc, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que, mais il faut le dire comme ça. Et je pense que si on disait les choses comme ça, on évacuerait un certain nombre de débats sur pro-russe, anti-russe. Non, c'est juste que c'est d'abord, il y en a quand même un qui a agressé l'autre et qui, là, enfin, ce qui se passe, c'est quand même une guerre, pas totale, mais c'est une guerre énorme. Mais c'est surtout que c'est le modèle, si vous voulez, c'est-à-dire que si ça marche pour Poutine, ça va se multiplier un peu partout. Voilà ma réponse. Oui, comme j'ai le micro, pardon, je prends le relais. Vous avez souligné le rapprochement qui existe entre l'Arabie Saoudite et la Chine, un rapprochement qui paraît peut-être un peu paradoxal malgré tout. Est-ce à dire que le pacte du Quincy, on oublie tout cela? Oui. Est-ce à dire également que les Ouïghours, musulmans quand même, on oublie tout ça également quand on est un défenseur? Oui. Le pacte du Quincy n'est pas mort, mais disons qu'il est sérieusement plombé. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, et on en parle justement dans l'Atlas stratégique, une donnée que très peu de gens, à part les spécialistes, rappellent, c'est qu'en 1988, vers qui se tourne l'Arabie Saoudite, et c'était pas Mohammed Ben Salman à l'époque, hein, c'était tout simplement le roi Fahd, qui était bien établi, enfin tout le monde l'aimait bien, etc. Le roi Fahd se tourne vers les Chinois pour que les Chinois lui fassent sa force de missiles balistiques, de dissuasion, on va dire, conventionnelle. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne voulait livrer des missiles balistiques à l'Arabie Saoudite. Ni les États-Unis, pourtant leurs grands alliés, ni les Européens, ni les Russes. Ben, les Chinois, oui. Et en échange, ils ont dit quoi? Vous nous livrez pendant 25 ans beaucoup de pétrole à prix d'amis négociés. Et ça marche très bien. Non, les Ouïghours, c'est comme les Kurdes. C'est les grands perdants de l'histoire.
L'Inde va être le pays le plus peuplé bientôt et il n'a pas d'intérêt. Déjà. Il n'a pas d'intérêt dans le Moyen-Orient. Pardon, je vois pas le. Ah oui, pardon. L'Inde. L'Inde, bien sûr, a des intérêts au Moyen-Orient qui sont ceux-là. 1. Sécuriser les approvisionnements énergétiques. 2. Sécuriser ou protéger la population indienne, notamment tous ceux qui sont utilisés dans des tâches plutôt secondaires, voire tertiaires, pour le dire autrement, qui sont assez maltraités, dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Le pays avec lequel l'Inde s'entend le mieux et a les meilleurs rapports, c'est le sultanat d'Oman. D'ailleurs, l'Inde est très active au sultanat d'Oman. C'est à peu près le seul pays de la région. Elle s'entend bien, enfin disons qu'elle dit qu'elle s'entend bien avec l'Iran parce qu'ils ont des intérêts communs, ce qui est vrai. Notamment, ils ont un adversaire commun qui est le Pakistan. Mais si vous voulez, les Indiens disent « Ouais, nous on est très copains avec les Iraniens et avec les Russes ». Les Russes disent « On est très copains avec les Indiens, puis on discute avec les Iraniens, etc. » Mais les Iraniens disent « Ouais, nous, c'est un peu compliqué avec les Russes, mais on fait du business. » Et on aime bien les Indiens, mais bon, pas trop. Voilà. Bon, il y aurait visiblement énormément de questions à la suite de ta très brillante conférence, Pierre. Donc on va s'arrêter là parce que tout bêtement on est bloqué par les horaires. Les plaques tectoniques géopolitiques bougent, ça laisse des espaces et ça bouge au Moyen-Orient et ça a un impact. C'est peut-être aussi ça, la force et la carte qui montre la moyenne orientalisation de la Méditerranée. Ces acteurs du Moyen-Orient qui viennent jouer en Méditerranée et la carte est décalée parce qu'on ne voit pas l'Europe. Mais si elle était décalée un peu vers le sud, si on voyait un peu plus l'Europe, on verrait pas mal de drapeaux moyen-orientaux, aussi en Europe, aussi en France, partout, parce que tu as évoqué Israël, le Liban présent dans notre pays, mais le Qatar, les Émirats, les Russes et les autres, beaucoup de ces pays, de ces petits drapeaux, jouent également en Europe et chez nous, la Turquie bien entendu, et tu as parlé des frères musulmans, etc. Ils sont là et chacun défend en quelque sorte sa vision du monde et ses intérêts. C'est pour ça que ce qui se passe au Moyen-Orient nous concerne, mais vous en étiez convaincus, c'est pour ça que vous étiez aussi nombreux ce soir. Merci encore Pierre pour cette conférence. Merci à vous. Et suivez-nous sur la FMES, sur nos réseaux, notre lettre d'information. Prochaine conférence le jeudi 16 février, Catherine Monory qui viendra parler du défi aérien pour le 21e siècle. Alors là, je fais sa pub puisque je la connais. Catherine Monory, s'il vous plaît, 2 secondes. Catherine Monory, c'est une femme absolument exceptionnelle. On dirait c'est un petit bout de femme assez exceptionnel. Double championne du monde de voltige aérienne. 9 fois championne de France de voltige aérienne. Ancienne directrice du musée de l'air et de l'espace et présidente de l'Aéroclub de France. Elle connaît tout sur les avions, les pilotes, etc. Mais aussi sur les enjeux et notamment les enjeux économiques qu'il y a derrière. Donc je vous invite fortement à vous y inscrire et à revenir.